et nouvel épisode avec Angélique de Bodard. Bonjour Angélique. Bonjour Stéphane. Merci. Merci d'avoir accepté cette interview et puis merci de passer un petit peu de temps avec nous. On va commencer tout de suite par les présentations, ce que tout le monde attend. Avec Allez, je te joie. laisse faire, c'est plus facile. Ok, Qui donc es-tu? moi, je m'appelle Angélique de Baudard. J'ai 48 ans, 3 enfants. Côté études, j'ai commencé par faire des études de droit. Et c'est à la fin de mes études, hein, vraiment à la fin du master, que je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire toute ma vie. J'ai continué sur des études de ressources humaines qui ont été passionnantes pour moi. Commencé à travailler dans le secteur de l'assurance où je suis restée 2 ans. J'ai pris après une année sabbatique fort sympathique en Autriche, où j'ai pu me former sur d'autres sujets très, très différents. Et ensuite, je suis revenue vers la vie professionnelle. J'ai intégré Essilor-Luxottica, qui est une entreprise industrielle dans le secteur du verre ophtalmique, qui fabrique les lunettes et les verres ophtalmiques. Je suis restée 17 ans comme généraliste RH, avec aussi sur ces 17 ans, 4-5 ans un peu plus dédiés à toutes les questions de gestion de talent, le développement des talents, le management des talents. Et puis, avec mon mari et nos enfants, on habitait à Paris à ce moment-là. On s'est dit qu'on avait envie d'une qualité de vie un peu différente, donc on a cherché à bouger en province. Et j'ai eu la chance de trouver un travail à Tours, chez Waptec, qui est en fait un équipementier ferroviaire. Et donc, ça fait 5 ans qu'on a déménagé à Tours et que je travaille chez Waptec, toujours en ressources humaines, sur des rôles généralistes. J'ai d'abord été en charge des sujets de talent pour le recrutement, la formation, le management des talents, juste sur le périmètre France. Et puis assez rapidement, on m'a proposé d'élargir mon scope, où en fait je suis DRH pour la population ingénieure depuis 3 ans, auquel s'ajoute une responsabilité de DRH pour 3 lignes de produits depuis le mois d'octobre. Voilà en résumé, Stéphane. En résumé. Ok, super. Ben, commençons par le début. Je me posais la question en t'écoutant. Comment est-ce qu'on décide de s'orienter vers les RH? Comment tu l'as senti toi? Et puis comment on devient RH aussi? Il y a certainement des études et des choses comme ça à faire. Déjà toi, comment tu t'es décidé en disant, tiens, je veux faire des RH? Ouais, alors je vais être honnête avec toi. À la fin de mes études de droit, j'avais pas fait spécialement du droit du travail, de droit social qui est utile pour les RH. Je savais pas ce que Mhm. c'était que les ressources humaines. Tu vois, ça fait un peu plus de 20 ans. À ce moment-là, c'était encore moins connu que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je traînais dans les salons étudiants. J'avais envie de faire un peu psychologie. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans mon parcours. Quand je suis revenue de mon année sabbatique, en parallèle de mon travail, j'ai fait une licence de psychologie. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ta question, où en fait je traînais mes guêtres dans les salons étudiants, et une dame, en fait, je lui serai éternellement reconnaissante, a pris 20-30 minutes de son temps pour me poser des questions sur mes profonds moteurs de motivation. Et elle a détecté en moi quelque chose assez tourné vers l'humain. Elle m'a dit: ce que vous avez pensé aux ressources humaines. Et je lui ai dit bêtement que je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a dit: je vous encourage à prendre des contacts avec des personnes dans ce métier, écoutez-les. C'est ce que j'ai fait, alors que je connaissais personne dans ces métiers-là. Je me suis débrouillée, trouvé des personnes dans ce métier, je les ai appelées. Et là, ça fait ding, 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 ding. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, je me suis renseignée sur les formations. J'ai vu que c'était possible de passer pour moi vers un master RH, et de pouvoir faire une formation complémentaire en un an. Ce que j'ai fait, et alors là, c'était le bonheur de rencontrer, c'était une formation très orientée pratique, de rencontrer des professionnels. Et là, ça a confirmé cette petite voix qui m'avait dit, en entendant des personnes me parler de leur job, je me suis dit, ah, ça me parle. Et tu arrives donc dans ce milieu des RH. Je suppose qu'à un moment, on commence en bas de l'échelle, petit à petit, en gravissant les échelons. Tu arrives à remettre quelques compétences que tu as dû développer justement pour réussir à t'intégrer dans ce milieu, chose que tu n'avais peut-être pas apprise à l'école ou dans tes Ouais. formations. Alors, peut-être que je vais aborder ma réponse en 2 temps. Ouais. Une, quelque chose de, je pense, pour tout le monde, qu'on soit en RH ou pas RH, quand on démarre dans la vie professionnelle, qu'est-ce qui peut être utile. Et puis peut-être la deuxième pour un RH, qu'est-ce qui est plus spécifique.
La première, et j'avais sous-estimé, je pense, ces dimensions-là. Je veux dire, c'est pas la compétence savoir prendre des cafés, mais c'est savoir networker, créer du lien, s'intéresser, poser des questions. Et alors, quand je dis compétence prendre des cafés, c'est parce que moi, je détestais le café quand je rentrais dans la vie professionnelle. Et comme je voulais connecter, créer du lien, aller poser des questions, je voyais que les collègues se retrouvaient au café, mais je me sentais bête de rien boire, donc je me suis mise à boire du café. Et d'ailleurs, j'y suis toujours encore aujourd'hui. Voilà. Donc, compétence savoir prendre du café, derrière ça, c'est quand on rentre dans la vie professionnelle, on s'intéresse à l'environnement dans lequel on est, on pose des questions, curiosité. Et les personnes, rares sont les personnes qui n'ont pas envie de parler un peu d'elles et ce qu'elles font. Donc généralement, c'est aussi comme ça qu'on s'adapte, qu'on comprend dans quel environnement, quelle culture on est. D'un point de vue RH, je pense que la qualité d'écoute, d'empathie, de savoir se mettre à la place des autres, de compréhension des enjeux dans l'entreprise, parce que finalement, pour moi, un RH, c'est en anglais un matchmaker, donc celui qui fait en fait le lien entre les besoins de l'entreprise en compétences, les besoins de l'activité et puis les besoins des salariés. Et ça sur tous les sujets, que ce soit de la formation, du recrutement, les salaires. Donc voilà, les RH, ils ont besoin pour ça de se mettre à la place d'eux, donc d'avoir cette écoute, cette empathie et puis un certain sens de l'analyse. Wow, génial. Et tu me disais, je suis chez Waptec depuis maintenant 4-5 ans, et chez Waptec, il y a un point dont tu n'as pas encore parlé, c'est que tu gères des équipes à travers le monde entier. Et si Oui. je prends l'étape supplémentaire, donc oui, il faut développer ses compétences et notamment ces soft skills dont tu parlais, qui sont hyper importantes pour ce travail de RH. Est-ce qu'il y a d'autres compétences ou est-ce qu'il y a des choses différentes quand on arrive dans un niveau où là maintenant on doit gérer des gens qui ont des cultures complètement différentes à travers le monde? Ok, oui. Oh que oui, parce que il faut, j'allais dire, j'ai travaillé 17 ans chez Essilor, donc il faut la bonne paire de Les lunettes. lunettes. Une paire de lunettes, en fait, on ne le sait pas forcément, mais dessus, c'est transparent, mais il y a 15, 17, 18 couches fines, qui sont un peu pour moi ces soft skills dont on a besoin quand on travaille dans un milieu interculturel. Donc, c'est quoi ces soft skills? Donc, il y a déjà la partie que je disais d'empathie, de savoir identifier un peu les choses, de regarder. Donc la première chose, moi je dirais, il faut savoir détecter, avoir la bonne paire de lunettes pour voir là où il y a un challenge. Et alors de temps en temps c'est subtil, parfois c'est très visible. Bon, je me souviens, là, j'avais été très marquée il y a 15-17 ans par un patron allemand qui venait de prendre la direction. J'étais dans un comité de direction et puis il arrive, c'était essentiellement des Français à bord. Il y a deux, trois collègues qui arrivent avec 3 et 5 minutes de retard. Et il les engueule, mais comme du poisson pourri, en disant c'est inadmissible, etc. Prochaine fois, vous êtes ponctuel, etc. Donc, la ponctualité allemande, j'ai vraiment goûté ce que c'était. Donc, je suis allée voir le patron après en disant tu peux peut-être dire les choses différemment. Et puis, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a parfois des choses subtiles. Là, j'ai donné un exemple où c'était assez grossier, la différence culturelle, où nous, le français, on arrivait à n'importe quelle heure. Donc, déjà, savoir identifier, mettre le doigt sur ces différences. Je travaille beaucoup en ce moment avec des collègues indiens, c'est beaucoup plus subtil parce que comme certains de nos collègues chinois, ils vont avoir difficulté à dire les choses, à exprimer quand il y a un challenge. Et c'est justement la deuxième soft skill, une fois qu'on a identifié là où il y a un challenge, c'est dire les choses, mettre le sujet sur la table, évidemment de la bonne façon, avec les bons mots, mais de montrer qu'il y a quand même une situation qui est un challenge. Et je sais que par exemple, là, j'ai des collègues de la Suisse, de l'Allemagne et de la France qui sont très directs dans leur façon de donner des missions à nos collègues indiens et ça peut être un peu offensant parfois pour nos collègues indiens. Donc, j'ai mis le sujet sur la table, on a fait des séances séparées site par site, après on a fait des séances ensemble en disant, ben voilà, comment on peut se dire les choses dans sa façon de travailler. On ne travaille pas de la même façon, on a des cultures différentes. Donc, on a fait des séances où on met sur la table le tapis et on trouve ensemble une nouvelle façon de fonctionner. Et puis la troisième chose, quand on est l'interculturel, pour que ça se passe mieux, c'est de créer du lien informel. Donc on essaie de trouver un peu le système happy hour. Alors pour eux c'est le soir, pour nous c'est le café Les du horaires? déjeuner, mais de créer de l'informel, de créer du lien informel, parce que cette culture, en fait, quand elle est différente, ça peut être un obstacle. Et donc il ne faut pas mettre le sujet sous le Mm. tapis, le cacher, il faut le prendre à bras le corps, selon moi.
C'est vraiment une étape supplémentaire, hein, cette approche internationale qui te demande d'avoir vraiment cette gestion peut-être un peu plus globalisée. Euh, est-ce que tu... Alors, oui, forcément, tu te formes encore et tu continues à te former dans ce domaine-là ou est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Comment tu fais, en fait, pour rester à jour, on va dire? Euh, Parce que bah, l'être humain évolue aussi, donc je suppose que ses besoins et ses demandes sont différents. Et puis, forcément, le fait d'avoir des objectifs ou des orientations différentes, ça peut jouer aussi, je suppose. Ah oui, non, tu as complètement raison. En fait, pour moi, c'est un de mes dadas, c'est l'apprentissage doit être permanent. On a d'ailleurs inconsciemment, on apprend énormément de choses tous les jours. Et puis parfois, plus consciemment, on fait une étape d'apprentissage un peu plus Mm. formalisée. Mais pour ce qui est de la fonction RH ou en milieu interculturel, moi, j'aime beaucoup lire. Alors, ça peut être. Alors, sur l'interculturel, il y a le livre d'Erin Meyer, Les meilleurs, ouais. Culture Map, qui est the Bible. Mais en fait, j'aime beaucoup lire des choses sur LinkedIn ou un article un peu plus de fond à Harvard Business Review. Donc, de lire. Moi, je suis très aussi dans l'échange entre professionnels. Ça, moi, ça me. Mm. J'aime beaucoup une expression de Ribou, l'ancien patron de Danone, qui est l'apprentissage par frottement, le frottement avec les autres. Et en fait, j'aime beaucoup frotter dans le sens échanger avec des personnes qui souvent ont un peu plus d'expérience que moi, ou un regard un peu différent du mien, et ça m'aide à Mm. penser les choses différemment, avoir une autre perspective. Donc pour moi, une façon de continuer à apprendre en permanence pour ma fonction RH, dans l'environnement dans lequel je suis, c'est de me connecter aux autres, d'échanger les pratiques, de prendre ce temps-là en complément de lecture ou de participer à une conférence. On a maintenant la chance d'avoir plein de choses qui sont proposées en ligne. On peut se connecter gratuitement à des choses ou d'un budget très limité à des conférences. Et donc ça, c'est la façon que j'ai pour moi aujourd'hui de continuer à me former. Et ça, c'est quelque chose que tu as en toi. Est-ce que tu as dans les gens que tu accompagnes ou que tu encadres euh, des personnes qui ont du mal justement à accéder ou à se dire qu'il est possible d'apprendre sans que ce soit trop rébarbatif? On en parlait un peu en off avant de démarrer l'enregistrement. L'apprentissage ou apprendre peut parfois paraître comme un gros mot pour certaines personnes parce qu'à l'école, c'était pas non plus toujours leur point fort et le point où ils ont pris le plus de plaisir. Donc, tu as quelques Oh, exemples de... oh que oui. Oh que oui, je trouve qu'il faut vraiment qu'on aborde le sujet avec beaucoup de délicatesse quand côté organisation, entreprise ou autre type d'institution, etc. On accompagne en particulier les adultes dans ces démarches d'apprentissage où il y a parfois un fort courage parce qu'il y a eu des expériences passées qui ont parfois été un peu douloureuses, difficiles, peu importe, et où du coup tout ce qui va être apprentissage va être lié à un truc un peu imposé ou associé à quelque chose de négatif. Mm. Et j'ai un exemple très fort en tête qui était donc dans mon entreprise précédente chez Essilor, où il y avait une formation sur la communication, une douzaine de participants. Et puis à la fin de la matinée, au moment de l'heure du déjeuner, la formatrice m'appelle, je la connaissais bien, je savais qu'elle était super et tout. Elle me dit, Angélique, j'ai un problème, c'est que là j'en ai la moitié, plus de la moitié, en fait à peu près 8. Ils sont venus avec des pieds de plomb, et ils ne savaient même pas qu'on les avait inscrits sur le truc-là, ils l'ont su au dernier moment, c'est leur manager, c'est leur chef qui leur a dit d'eux, et ils n'ont pas l'envie, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour m'aider? Donc, je suis venue juste après le déjeuner faire la réouverture, et j'ai mis les pieds dans le plat. Et j'ai dit, ben voilà, un certain nombre qui sont là, soit parce que vous n'avez pas envie, soit parce que voilà, les formations comme ça, c'est associé à un truc négatif pour vous. Donc, je vous propose un truc. On prend 15 minutes, chacun dans son coin. Vous vous dites, OK, je prends le postulat de départ, j'ai pas choisi d'être là. Essayez pendant 15 minutes de réfléchir. On vous a donné ce matin, on va vous redonner tout de suite les thématiques qu'on aimerait aborder. Réfléchissez pourquoi ça peut être une aide pour vous dans votre quotidien. Réfléchissez les situations que vous avez rencontrées dans les dernières semaines sur la communication. Vous, quand vous avez l'impression que les gens ont vraiment super mal communiqué auprès de vous et que vous n'avez pas compris, ou éventuellement vous pouvez peut-être reconnaître qu'il y a des points d'amélioration. Prenez un quart d'heure. Moi, je vous laisse. Vous partagez après ça avec la formatrice et vous adaptez, c'est OK avec la formatrice, vous adaptez le contenu jusqu'à demain soir. On se retrouve demain soir. Et en fait, ça a été génial parce qu'ils sont partis du vrai besoin des intéressés, qui sont passés d'une peur d'apprendre à j'ai un problème et peut-être que de me former va m'aider à régler ce problème.
Donc ça a été une expérience super riche pour moi parce que honnêtement sur les 8, il y en a un qui était resté un peu en mode bon, je suis là, mais les 7 autres, c'était ben voilà, cet appétit. Je suis passée d'une peur de me former à finalement j'ai des choses à apprendre, etc. Donc autant j'y suis, donc autant profiter. Donc Mm. cette question très forte pour moi dans l'apprentissage, c'est de l'appétit, de la motivation, qui je pense est clé chez les adultes. Oui, chez les enfants aussi, très certainement. Oui. Besoin de sens aussi, très souvent. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours appris à l'école pourquoi on faisait les choses. Euh, c'est important. Cette notion de sens, pour toi, je suppose que tu la vois régulièrement. Et même à titre individuel, quand tu as des personnes que tu veux faire monter en grade, par exemple dans l'entreprise, ou que tu veux faire évoluer, euh, tu as des approches particulières que tu utilises là-dessus, quelques outils? Oui. Alors tout d'abord, j'essaye vraiment de comprendre avec l'intéressé si il ou elle sait où elle veut aller. Je sais plus, c'est la phrase de Sénèque qui dit, «Il y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne sait où il veut aller», hein, quelque chose comme ça, Ouais, ouais. j'ai un peu déformé. Je l'ai pas en détail, mais on la remettra, on la cherchera. On la remettra en écrit. Mais voilà, la 1re chose, c'est, où est-ce que je veux aller? Et en fait, je j'ai aucune idée, mais dans mon entreprise aujourd'hui, quand je vois les salariés, il y en a peut-être 1 sur 2 qui finalement ne savent pas. Mm. Donc c'est difficile de se former, d'évoluer quand on ne sait pas vraiment où on veut aller. Ou finalement, indirectement, c'était une attente, bah, c'est à l'entreprise de venir vers moi et on sait que c'est souvent, bah, en fait, aux 2 de trouver la meilleure façon de trouver, le terrain favorable pour évoluer, pour se développer, pour trouver le job qui vraiment correspond des 2 côtés. Donc la 1re chose, c'est d'identifier bien où on veut aller et la 2e, c'est de savoir qui on est. Cette, prise de conscience de mes forces sur lesquelles je vais m'appuyer, lesquelles je vais capitaliser pour continuer à grandir, à me développer. Et alors les Français, on a tendance à un peu trop regarder ça, mais aussi d'être conscient de un peu ces points de progrès. Et j'allais dire, Mm. en particulier ceux qui vont devenir ce que j'appelle cailloux dans la chaussure pour évoluer. C'est-à-dire qu'on a tous des points de progrès, il faut surtout voir celui qui va devenir à un moment un point de blocage pour évoluer. Et donc, il y en a certains qu'on peut mettre un peu de côté, mais il y en a d'autres où on ne peut pas complètement Mm. et il faut les travailler. Ouais, super. Euh, Soyons un peu plus précis. Tu m'as dit, je travaille depuis quelques années avec des ingénieurs. Est-ce que tu Ouais. vois, est-ce que ce profil, on va dire plutôt technique, euh, t'oblige à avoir une approche particulière ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des différences? Alors, on va pas balancer sur les ingénieurs, s'il vous plaît, restez tranquille. Euh, Je vais faire très mais attention à ce que je dis, qui va écouter le podcast après. voilà, c'est ça. Non, On non. va parler de profil technique, hein, et on Oui, met bien les sûr. ingénieurs dedans, mais vraiment Bien sur des sûr. gens qui sont des techniciens et des spécialistes dans leur domaine. Est-ce qu'il y a des compétences particulières en RH à mettre en avant? Alors d'abord, c'est une vraie chance de travailler auprès de populations techniques. Ce sont souvent des personnes passionnées et du Mm. coup passionnantes parce que qui ont un amour du produit, véritablement, il suffit de leur poser une question et après: «Ah, tu as 2 minutes, je vais te montrer ça. Alors c'est tel banc d'essai pour tester, un nouveau produit ou tel code, bah, tiens, je vais te montrer sur l'ordi, ce que ça donne» et cetera. Donc, la 1re chose, c'est je reviens à cette qualité d'écoute, de Mm. s'intéresser, de la fonction RH qui est clé pour comprendre quel est véritablement le travail de chacun au quotidien. Ceci, en tant qu'RH, je veux l'aider à se développer, etc. Je dois d'abord comprendre ce qu'il fait vraiment, ce qu'il aime et quels sont ses moteurs de motivation. Ce qui peut être un peu spécifique après dans la façon de travailler en tant que RH avec les populations un peu techniques ingénieurs, c'est qu'il faut être assez rationnel. Les RH, nous, on est parfois un peu dans le soft skills, des choses qui ne se mesurent pas, et les profils plus techniques eh ben, aiment bien les choses rationnelles, où tu vas me prouver par A plus B, surtout par des chiffres, un retour sur investissement de telle formation, etc. Donc là, de temps en temps, on n'a pas toujours le même langage, donc il faut réussir à adapter un peu le langage. Donc c'est cette question d'adaptation. Et puis vraiment pour la fonction RH, je pense qu'il y a un sujet clé pour les techniciens au sens large, c'est la reconnaissance de l'expertise. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là sur plusieurs années, et où en fait il y a une attente que pour évoluer dans l'entreprise, je ne suis pas obligée de passer par une fonction managériale, mais je peux aussi avoir ce leadership technique et grandir et apporter. Et moi, en tant qu'RH, je vois que c'est tellement plus difficile d'aller remplacer un super spécialiste de cybersécurité, d'embedded software ou de tel aspect de mécanique qu'un un manager
où en fait, ça va être un peu plus facile parce qu'il a besoin de certains niveaux de compétences techniques, mais pas hyper poussés. Donc, ce travail RH de reconnaissance de l'expertise, que ce soit sur des chemins de carrière, les compétences associées et comment on accompagne les profils techniques à développer leurs compétences et techniques et comportementales, les aspects salariaux, et ben, on a beaucoup de progrès, je pense, à faire. Parfois, dans la culture anglo-saxonne, il y a plus une reconnaissance de l'expertise où un expert dans une équipe peut être bien mieux payé que son chef, alors qu'en France, c'est hyper choquant. Donc voilà, beaucoup pour la fonction RH à faire pour les profils techniques. Et c'est vrai qu'on a tendance à opposer les hard skills et les soft skills, donc les compétences techniques et les compétences comportementales. Bien sûr que les hard skills, c'est quand même sacrément important, on est d'accord, mais l'un ne va pas forcément sans l'autre, et peut-être qu'on a tendance un peu chez nous à opposer les deux. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Complètement. Pour moi, c'est des anneaux olympiques. ouais. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, c'est drôle que tu dises ça, parce que pas plus tard que la semaine dernière, on regardait pour les project managers, les chefs de projet, pardon. Mhm. Désolée, j'ai beaucoup d'anglicisme. Ok. Les chefs de projet, on regardait une liste de compétences. Et il y a un de mes petits collègues RH qui disait, alors c'est du hard skill ou c'est du soft skill? Parce qu'il y a des compétences de négociation, il y a un certain nombre de compétences risques et opportunities, gestion des risques et des opportunités. Il y avait pas mal de compétences. Et je lui ai dit, ben, on s'en fiche, hein, Ouais, on fait ouais, un c'est des langage skills. commun, un vocabulaire de compétences. C'est les anneaux olympiques, tout c'est embriqué. Ok, super. Est-ce que tu as pu noter aussi des différences d'apprentissage dans la façon dont les gens sont autour de toi, ils veulent se mettre à l'apprentissage? Est-ce que justement, tu me parlais d'ingénieurs qui sont peut-être plus logiques, mathématiques et qui ont besoin de chiffres, mais est-ce que tu as noté voilà, différentes façons d'apprendre chez Oui, les adultes que tu encadres? oui, je trouve. Alors, il y a déjà le rapport entre ce qui peut être assez conceptuel et assez pratique. Mm. Et où selon les populations, il peut y avoir des attentes où l'équilibre est à travailler en fonction des populations vers lesquelles on va. Je pense aussi qu'il faut euh, travailler sur différentes modalités parce qu'il y a des personnes qui vont être plus à l'aise à travailler avec j'ai une formation pendant un jour, pendant 2 jours, ou je fais des modules en ligne. Et puis il y a d'autres personnes, il faut que ça passe dans de la transmission. Et je m'aperçois que les populations techniques, c'est souvent ce qui est nécessaire. On met en Oui. place du tutoring, qui est une sorte de mentoring technique, où en fait on va organiser juste avec un process très simple le fait qu'il y ait un contact privilégié hyper régulier entre quelqu'un d'un peu plus senior dans un domaine technique et quelqu'un d'un peu plus junior. Donc cette modalité un peu d'apprentissage, je vois, fonctionne peut-être plus avec certains profils qu'avec d'autres. Ce qui est important pour moi, c'est de proposer un peu une variété dans les modalités d'apprentissage pour voir un peu ce qui va le plus marcher. Je crois beaucoup à la notion de parcours aussi dans le temps, Oui. où je ne suis pas une grande fan de uniquement, allez, on va un jour en formation, puis il y avait un avant, un après. Moi, j'aime beaucoup, voilà, dans le temps, revenir en disant, allez, un mois après, qu'est-ce que vous en avez pensé, 3 mois après, c'est quoi votre besoin maintenant? Tiens, vous avez lu ça avant pour vous préparer, après, on vous a fait telle petite mise en situation, voilà, de garder une dynamique dans le temps. Ok, très bien. Parlons un peu de Waptec et justement puisqu'on parlait de développement et développement de talent. Moi, j'avais une question avant d'aller un peu plus loin sur les programmes que tu mets en place chez Waptec. Comment tu découvres des talents? Comment tu connais tes talents? Ou comment tu connais les talents de tes collaborateurs? Alors, j'ai un radar spécial talent, donc je me Ouais, balade dans voilà, les c'est ça. couloirs, et puis ça sonne. Et donc, Non, mais comment tu euh, les détectes ou comment oui, voilà, non, c'est non, intéressant ça. ma réponse, voilà, je veux dire ma réponse, mais je pense que c'est une très grande question et qu'on a encore des progrès à faire là-dessus. Pourquoi d'ailleurs je commence par ça? Parce que je pense, d'ailleurs, dans l'approche qu'on a en France, on est beaucoup trop sur je regarde ce que la personne fait aujourd'hui dans le job et Mm. de ce que j'attends de cette personne. Et on passe à côté, mais de pépites avec des personnes qui ont des talents cachés, qui sont pas. Par hasard, on découvre. Ah bon? Il a fait ça avant? Ah bon? Ah, il aimerait faire ça? Ah bon? Donc, donc déjà, j'ai conscience que il y a énormément de talents cachés et que ça, on n'est encore pas très bon collectivement pour identifier ce potentiel, Mm. ces talents possibles. Après, pour répondre un peu plus directement à ta question, bah, on a des process RH qui permettent
à la fois, donc moi je crois beaucoup à l'échange, j'allais dire à deux voies, que les salariés peuvent évidemment en premier avec leur ligne hiérarchique, leur chef, leur N plus 2, etc., échanger sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils pensent être leurs talents. C'est avant tout intéressant de savoir quel est le point de vue de l'intéressé, évidemment le point de vue du manager, et puis le RH qui, pour moi, tout bon RH devrait pouvoir faire des entretiens de carrière, des points avec les salariés. Alors, c'est peut-être pas possible tous les 6 mois, mais quand même à une certaine fréquence pour dire, ben, voilà, toi, t'en es où, tu penses c'est quoi tes talents, qu'est-ce que tu as envie de développer, etc. De façon à ce que les RH puissent faire le meilleur, encore une fois, match entre les deux. Donc, c'est tripartite, c'est comment l'individu se voit, son manager, son RH. Et puis après, on a des process qu'on appelle des revues des talents, des talent reviews en anglais, où là, c'est assez présent dans les grandes entreprises, un peu moins dans les PME, parce qu'on se connaît, ça se fait un peu au quotidien, etc. Mais les grandes entreprises où Mm. c'est plus difficile de connaître les uns et les autres, et ben on a ces revues de talent où ça permet de confronter des points de vue. Et souvent, on a une équipe collective avec des personnes qui vont pas être la ligne hiérarchique ou le RH, mais qui parfois interagissent avec l'individu. Ah bon, tu le vois comme ça? Ah ben non, mais pas du tout. Tu sais que moi, j'ai bossé avec lui sur tel projet, ben, je l'ai découvert. Et donc, voilà, il faut Ouais. créer les moments, les espaces d'échange, parce qu'en fait, on ne peut pas se balader avec son radar, ce serait génial de savoir. Voilà, mais, et puis, comme tu disais, il y a du hard skill et il y a du soft skill. Et certains managers vont être très les hard skills, il y a du embedded software, pardon, du logiciel embarqué, Mm. et puis vont oublier la partie comportementale, la partie voilà, plus soft skills. Donc, j'ai pas une baguette magique, mais c'est créer des espaces d'échange pour échanger sur qu'est-ce qu'on a perçu des individus et quels sont leurs talents cachés. Moi, je pose souvent cette question-là. Elle me dit, bah, pourquoi tu me poses cette question? Je lui dis, bah, intéresse-toi peut-être des choses qu'il aimerait faire ou qu'il a fait ailleurs et qu'il ne fait pas dans son job aujourd'hui. Ouais, c'est important, puis ça facilite aussi ça résout parfois des problèmes de recrutement aussi, Mm. puisque faire évoluer la personne en intra, c'est quand même, je pense, à mon avis, plus avantageux, si j'ose dire, que d'aller recruter en Bien externe meilleure derrière. option et solution pour les entreprises, oui, c'est certain. Alors justement, tu as ce talent, ça y est, tu l'as découvert, tu l'as détecté. Tadam. Tintin, ça y est, le radar a fonctionné. Euh, Quels sont les parcours de développement, justement, que tu as pu mettre en place chez Waptec? Alors, chez Waptec, on est très sensible à une approche de développement qu'on appelle, alors c'est peut-être un peu jargon, mais j'explique, 70-20-10, qui revient à dire que pour développer les salariés, les collaborateurs, et en fait, on focalise souvent sur la partie formation, que ce soit en présentiel, en ligne, Mm. et qui est important, qui est une étape d'apprentissage forte, mais on dit que c'est finalement 10% du développement des collaborateurs. 20%, c'est ce que j'appelais l'apprentissage par frottement, c'est le fait de se connecter avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience, donc ça peut être du mentoring, du tutoring, du parrainage, on l'appelle comme on veut, mais voilà. Et puis le 70%, c'est ce qu'on appelle en anglais le on-the-job learning, c'est-à-dire Mm. la mise en situation. Donc, c'est qu'on va essayer de se dire, bah, cette personne-là, ça fait 2, 3 ans qu'elle est dans ce poste-là. Comment on peut lui donner une mission complémentaire, lui allouer 10-15% de son temps sur quelque chose de nouveau, pour à la fois pour l'entreprise tester sa capacité à le faire et pour lui tester sa motivation à être sur ce type de job. Donc, en fait, les parcours qu'on propose de formation chez Webtech, on essaye de proposer des formations, que ce soit en ligne ou présentiel, qui permet la partie 10, c'est le E, on dit la méthode des 3 E comme education, donc l'éducation. Oui. Le deuxième, le 20%, c'est le E de exposure, de exposition. Je suis exposée à des collègues qui vont m'aider à grandir. Et le 70%, c'est le E de expérience. Je vais expérimenter des choses nouvelles pour moi, sortir de ma zone de confort. Donc, on essaie de proposer des parcours qui jouent sur ces 3 tableaux. Et d'ailleurs, dans notre entretien annuel, il est demandé au manager et aux salariés ensemble de renseigner sur les 70, 20 et 10, qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement dans les 12 prochains mois. Génial. Tiens, on en parlait, sortir de sa zone de confort. Parce qu'il y a un autre domaine qui t'oblige à sortir de ta zone de confort, c'est la gestion du changement. Et là, en tant qu'RH, c'est vrai qu'on voit l'image du RH qui arrive là, qui chamboule tout, qui réorganise tout, qui vire aussi. Euh, Et alors, sans parler de tout ça, sans parler de ça, mais vraiment, comment
tu arrives à mettre en place l'acceptation ou cette gestion de changement qui est pas toujours facile à faire dans des entreprises? Accepter que tout change. Voilà. Difficile de répondre, brièvement à une réponse aussi forte que celle-là. Alors, le changement alors déjà le changement, quand on dit changement, c'est maintenant, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un rapport au changement qui est beaucoup plus, fréquent, beaucoup plus, Mmh. dans le temps, beaucoup plus immédiat que ce qu'on avait encore il y a 5 ou 10 ans. Donc alors moi je me réfère toujours à la fameuse courbe là de, Kübler-Ross qui est, Mmh. une courbe qu'on appelait la courbe du deuil, mais qui est la courbe de changement, qui montre qu'il y a 4 ou 5 grandes étapes. Quand on veut gérer un changement, on sait que pour beaucoup de personnes, ça peut générer d'abord, une sorte de choc, après de déni ou de colère quand il y a des annonces un peu fortes qui sont faites, où vraiment les salariés ne comprennent pas pourquoi il y a des décisions prises, avant d'aller vers une phase plus, comme tu le disais, de l'acceptation et puis d'intégrer des nouveaux comportements. Donc ce qu'on essaye de faire au maximum, et ce qui est pour moi une clé dans la gestion du changement dans l'organisation, c'est l'information et la participation, c'est-à-dire d'avoir une approche participative. Souvent, on a l'impression qu'il faut prendre les salariés pour plus bêtes qu'ils ne sont et ne pas leur dire les choses et tout cacher et puis faire un gros bloc d'annonces. Et donc là, c'est effectivement un choc. Alors qu'il y a une façon de préparer le changement en disant, ben voilà, on est confronté à telle chose, donc on va devoir dans les prochains mois prendre des décisions. Donc on va faire des workshops de travail. Donc un certain nombre de grands patrons vont dire ça sert à rien, tu vas rien retirer, c'est pas là que les idées vont venir. Et de fait, il y a vraiment des super idées qui sortent de ça parce que c'est les personnes qui sont sur le terrain, qui vivent le quotidien, qui proposent aussi des choses qui font vraiment sens. Et les salariés comprennent très bien aussi un certain nombre d'enjeux de l'entreprise. Évidemment, il y a des choses parfois difficiles à accepter. Donc, la première chose, c'est d'informer, et le plus tôt pour moi est le mieux. Il y a un moment où parfois on ne peut pas tout dire, mais dire en tout cas ce qui peut être dit, c'est vraiment clé. Et le deuxième, d'avoir une approche participative. Parce que c'est quand même beaucoup plus dur pour des collaborateurs de subir un changement où ils n'ont absolument pas eu la voix. Ça veut dire que de temps en temps, ça reste difficile parce qu'ils ont exprimé des idées, des suggestions qui n'ont pas été retenues par l'entreprise, donc Mmh. ça reste difficile. Et donc pour moi, c'est clé, c'est l'information assez tôt, la participation, si l'entreprise est prête à jouer le jeu. Parce que si l'entreprise n'est absolument pas prête à jouer le jeu et dit c'est Oui, juste pour faire semblant. semblant, etc., il faut mieux de ne pas le faire, ce sera plus Mmh. de... Donc voilà, et en tous les cas, le processus de changement prend du temps. Et Oui. voilà. Tu as déjà été confronté à des vrais freins et à des vrais blocages, juste à titre d'exemple là, si tu en as un qui te vient en tête? Oui, alors, je vais prendre un peu plus loin parce que là, je peux en avoir un exemple qui est encore un peu trop frais et un peu trop récent et donc ça On va pourrait un rester peu trop corporate, parler. on va Donc voilà. D'ailleurs, Waptec a les couleurs rouges et je vois que tu es très corporate avec tu vu? Ah ton voilà, j'ai pas couleur de choisi. Waptec. Non, très sincèrement, avant de quitter Essilor, j'étais DRH pour la R&D, grosso modo 500 personnes sur 3 sites, mais dont le site principal était en France. 300 personnes. Et on a annoncé que ben, il allait y avoir des changements dans l'organisation. On n'allait pas organiser, je fais court, mais qu'on allait mettre en Mmh. place des lignes de produits engineering qui n'existaient pas, hein, et ben, que ça pouvait peut-être avoir un impact sur l'emploi en France. Donc là, évidemment, ben là, on a beaucoup d'échanges avec les CSE, avec les syndicats, ce qui est juste normal, hein, c'est le jeu normal dans l'entreprise du dialogue social. Il faut vraiment que ce soit constructif, le plus transparent possible si on veut que ça se passe bien. Donc là, on peut connaître des vraies tensions, des vrais moments d'incompréhension. Et là encore, je pense que c'est le niveau d'écoute et d'empathie qui fait la différence. Il peut y avoir des RH qui sont très différents dans leur approche. Pour moi, je souhaite vraiment rester un grand velours, même si parfois j'ai une main de fer, c'est-à-dire qu'il y a parfois des lignes que je ne peux pas dépasser parce que je suis missionnée aussi pour certaines choses. Mais je ne le ferai que si c'est en lien avec mes valeurs et que voilà, j'ai l'impression de rester vraiment respectueuse, humaine dans mon approche. Donc oui, il y a des moments où j'ai senti de l'opposition manifeste, etc. Mais à mon pot de départ, quelques mois après, lorsque j'ai quitté Essilor, un des compliments qui m'a le plus touchée, ça venait des organisations syndicales qui m'ont dit
Vous êtes vraiment une RH, on va vous regretter. Donc, Bon, quand ils m'ont dit qu'on allait me regretter, alors que quelques mois avant, c'était quand même un petit peu sport dans les échanges qu'on a eu ensemble, j'avoue que j'ai versé ma larme. génial. On va arriver sur un autre point, mais qui est lié, en fait, parce que tu parles des différentes compétences qu'on peut développer. On voulait parler de leadership authentique. Et je Oui. pense que ça fait partie aussi des compétences d'un bon RH, justement. Et c'est quoi pour toi la définition de ce leadership authentique? La tienne. La mienne, si je prends déjà le terme authentique, est authentique celui qui est dans la vérité, fidèle à lui-même. Mm. Donc pour moi, un leader authentique, c'est celui qui va d'avoir deux choses, je pense. Avoir conscience de ce qu'il est. Donc ça veut dire peut-être revisiter un peu son passé, qu'est-ce qui m'a forgé, les expériences Mm. fortes, les personnes qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Ça peut être d'ailleurs dans la sphère perso comme la sphère professionnelle. Pour moi, vraiment, les deux sont très liés sur ces sujets d'authenticité. Donc savoir qui je suis, savoir aussi ce que je veux devenir, savoir enfin quelles sont mes valeurs. Tu vois, quand je t'ai parlé de Oui. respect, pour moi, en tant que RH, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Et j'ai déjà dit parfois à certains patrons et j'ai toujours été écoutée. Donc, il y a des valeurs, des sortes de lignes rouges. Donc, Mm. ça, pour moi, c'est les fondamentaux de qui je suis en tant que personne authentique. Et après, le deuxième point, c'est l'alignement. Je suis un leader authentique si je sais rester aligné avec qui je suis et ce que je veux faire. Et cet alignement permet d'être bien dans ses baskets, droit comme un i, dans le sens fidèle à ce que je suis, être en vérité. Et ça donne une vraie liberté, en fait, d'action. Donc voilà, pour moi, désolé, j'ai un peu élaboré, mais Non, le non, c'est leader ça. authentique, c'est ça. Moi, je voulais ta définition, c'est ce que je demandais. Euh, j'avais une autre question qui m'est venue en t'écoutant parce que je me suis dit oui, mais tu peux te le permettre peut-être parce que toi, tu as plusieurs années maintenant d'expérience. J'ai pas compté les 17 ans d'Essilor et tout. Est-ce que tu penses aussi qu'une jeune RH ou qu'un jeune RH qui arrive là dans cette fonction a cette capacité à être suffisamment aligné avec ce qu'il peut faire? C'est pas facile, en tout cas. Non, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que on n'ose pas forcément et pour des Mm, raisons objectives, hein, l'environnement parfois ne crée pas les conditions pour être soi-même. mm, Donc j'allais dire de temps en temps, il faut savoir peut-être faire un peu le dos rond, être un peu flexible, mais ne jamais renier, toujours être au clair sur la limite à ne pas dépasser. C'est-à-dire que de mm, temps en temps, il faut être un petit peu agile parce que son manager ou l'environnement va pas être forcément très, très accueillant pour tel ou tel aspect que moi je suis authentiquement telle personne. Et puis, notamment sur des aspects de diversité, hein, d'ailleurs, tous les aspects de la diversité, il peut y avoir de temps en temps, tu vois, des difficultés d'accueil de ce truc-là dans le milieu professionnel. Et donc, pour, je peux tout à fait imaginer, mais pour moi, il ne faut jamais se renier. Sinon, à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas et on n'est mm. pas bien dans ses baskets, etc. Donc, il faut trouver le bon équilibre, savoir dire les choses. Et je pense que quand on est aligné avec soi-même, ça se perçoit. Il y a quelque chose qui transpire, qui transparaît. Ouais. Et les personnes en face, c'est un peu difficile parce que c'est de l'ordre un peu du témoignage de qui je suis. Et les personnes en face en peuvent pas trop forcément facilement. Mais évidemment, ça demande du courage. Et quand on est jeune RH, jeune professionnel, c'est pas simple. Ça demande un sacré courage et puis parfois un petit peu d'agilité pour pas aller trop loin. Parce que parfois on peut être un peu provoque en disant écoute, je suis comme ça, c'est comme ça. Ouais, Mon voilà. authenticité, elle est comme ça, donc t'as qu'à la prendre comme ça. Et non, c'est pas non plus comme ça que ça se passe. Donc c'est une question d'équilibre. Mm. Bon, super. Écoute, j'ai deux petites questions avant de conclure l'interview. La première, c'est plus sous forme de conseil. Tu es une personne justement qui veut se lancer dans ce domaine de la RH. Euh, quel conseil tu pourrais donner? Quelle formation? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, déjà, welcome to the club, parce que c'est quand même la plus belle fonction au monde. Je suis passionnée par les RH, ça se sent pas du tout. Non, pas du tout. Non, alors sur les formations, on a de la chance maintenant par rapport à il y a 20 ans, il y avait quand même beaucoup moins de formations. Maintenant, il y en a beaucoup. C'est toujours le conseil d'essayer de trouver des personnes qui ont effectué cette formation pour avoir un vrai écho de l'interne et pas seulement de la structure qui propose cette formation, parce que bon, les formations, il y en a beaucoup qui sont proposées. Après, quand on rentre dans la fonction, j'encourage énormément, je l'ai peut-être dit et répété dans cette interview, mais c'est de connecter avec des professionnels. Parce qu'il y a parfois la solitude de la fonction RH. Quand j'ai été amenée parfois à faire des licenciements, etc., on
se sent parfois vraiment seul. Donc il y a parfois cette solitude qu'on peut connaître, y compris quand on rentre dans la vie professionnelle, où on a peur de mal faire, on ne sait pas trop comment, on n'a pas été confronté à ça. Donc essayons de trouver un mentor en dehors de l'entreprise ou dans l'entreprise, quelqu'un qui va être conseil, qui a un peu plus de bouteilles. Ça, c'est vraiment ma fonction. Et puis après, écoute, empathie, écoute, empathie, écoute, empathie. Écoute, empathie. Ok, on a noté. Allez, la dernière question qui n'était pas prévue, mais c'est fait exprès. Je voudrais juste savoir, toi, Angélique, quelle est ta dernière expérience d'apprentissage? Qu'est-ce que tu as là qui te vient en tête où tu as appris quelque chose de nouveau et tu as pris du plaisir à le faire, bien sûr? Poi, poi, poi. Alors, réponse à 2 niveaux. Ouais, Euh, alors, c'est une petite routine. En fait, je vous invite tous à le faire. J'ai une vraie routine. Alors, de temps en temps, pendant 3 mois, je peux l'arrêter, puis après, je la reprends pendant 6 mois et je l'arrête. C'est chaque soir, en me couchant, je me demande qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et en mhm, fait, il y a toujours un truc qui vient. Alors, ça peut être un bête truc, hein. Hier soir, c'était juste, je sortais d'une réunion dans ma paroisse où j'ai réussi, parfois j'ai du mal, je suis un peu consensuelle à dire vraiment ce que je pense. Il y avait un prêtre qui était un peu une figure d'autorité et je me disais, bah, il a peut-être raison. Bah non, j'ai dit un truc différent. Donc, j'ai appris à exprimer hier un truc différent. La veille, c'était mes gamins se battaient pour leurs céréales et j'ai appris à let it go, à les laisser faire. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est petite routine tous les soirs. Et puis, le deuxième, en fait, et ben, depuis 2 ans, je me suis mise à apprendre le piano. C'était un rêve de petite fille. Je me suis dit, bah, génial. jamais je vais m'y mettre. J'ai un agenda blindé, j'ai 3 enfants. Je ne peux pas pouvoir faire ça en plus. Et ben si, je me suis autorisée à mettre à apprendre le piano. Donc avec notre deuxième garçon qui a 9 ans, depuis 2 ans, on fait du piano. Et c'est super, c'est une grande joie. Une grande joie d'apprendre. Génial. La vie est un apprentissage permanent, Stéphane. Je crois que Waouh, tu je es la garde déjà celle-là. convaincu. Je vais la réutiliser, non? Il n'y a aucun copyright. Aucun copyright. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Franchement, c'était passionnant. Je me suis régalé. J'espère que toi aussi. Avec joie, Et avec grande joie, puis, Stéphane. Merci.